Quand j'ai fini ce tour du monde, je me suis dit c'est fou, je suis la deuxième personne seulement au monde à avoir fait ça. La deuxième femme, pardon. Et je me suis dit avec ce bonheur, cette joie vient aussi une responsabilité. Et c'est de donner ça à d'autres femmes. Moi, j'ai pas d'ego, si tu veux, c'est vraiment pas pour moi que je fais ça, mais c'est de dire, je vais placer sur les bookshelves une femme dans le domaine de l'aventure, dans le domaine de l'exploration, dans le domaine de l'endurance extrême. C'est de dire, la femme, elle a sa place là. Tout comme on l'avait depuis longtemps en sciences, en littérature, en philosophie, en tout ce que tu veux, mais elle a aussi sa place là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on débloque chez les femmes des limites, des barrières qu'on a dans la tête, parce que une femme, c'est pas une exploratrice, parce qu'il n'y a pas de femme exploratrice. Bah si. Bravo! Je m'appelle Marie Léoté, j'ai 45 ans et je viens de boucler mon tour du monde en courant au terme de 28 300 km de course. Au rythme d'un marathon par jour, 6 jours sur 7 pendant 2 ans et demi. Et donc c'est comme si j'avais couru 700 marathons. J'ai tout mis dedans, j'y suis allée avec vraiment avec tout mon cœur et c'est un sentiment incroyable d'aller au bout de son rêve. J'ai traversé 4 continents en courant, d'ouest en est, d'océan à océan, l'Europe, puis l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud, et puis l'Australie maintenant. Ce matin, je me suis réveillée et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est les 1 an de la mort de mon fils unique. Il est mort il y a 1 an dans un cold case qui n'est toujours pas résolu. Je n'avais que lui, il était tout pour moi, c'était ma vie. Et ce matin, je suis partie de ma maison, je me suis dit je vais conduire et j'attends un signe, quelque chose qui va me dire que la vie vaut d'être vécue. J'ai même pas eu les ampoules. En fait, j'avais une technique, alors que j'écris bien dans mon bouquin, je la décris. J'avais cette technique que j'appelle du scan corporel. Apple Watch ou Garmin? Alors bonjour, vous êtes sur 4e de couverture, je suis avec Marie Léoté. Bonjour Marie. Bonjour Jocelyne, merci de m'accueillir. Merci de votre disponibilité, de ta disponibilité. Désolée, je pense qu'on s'est entendu sur le fait de se tutoyer tout à l'heure. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je pense qu'ils sont pas très nombreux. Est-ce que tu peux leur dire un peu qui tu es? Mais je t'en prie Jocelyne, fais les présentations alors. Alright, de ce que j'ai lu sur Google, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était sur Facebook. J'ai vu un podcast de toi chez un de mes concurrents, entre guillemets. Et puis, je sais que oui, t'as fait le tour du monde, T'as couru sur 4 continents, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et puis Océanie. Puis, tu l'as fait en, à peu près 2 ans et demi, 825 jours, je pense. Un peu moins de 30 000 kilomètres. À peu près 700 marathons au complet. Et là, tu l'as fait pour défendre une cause, de ce que j'ai compris. Cause féminine. Ouais. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que avant tout ça, tu étais directrice financière, t'avais ton petit bureau tranquille à Singapour, et tu t'es décidé de faire ça, là. Puis, nous, on veut savoir pourquoi, on veut tout savoir, on veut comprendre ce qui s'est passé, ce qui a été déclenché dans ta tête. On veut apprendre tout sur ton parcours et bien évidemment aussi, on veut savoir si tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le livre que tu as sorti. Bah Jocelyne, ça fait beaucoup de questions d'un coup là quand même. Alors moi, je veux bien commencer par le début. Oui. J'ai découvert la course à pied en fait quand j'avais 26 ans. J'avais un mode de vie qu'on appelle un mode de vie nomade, c'est-à-dire que je suis partie de mon pays d'origine, c'est la France. Je suis partie quand j'avais 20 ans pour terminer mes études à l'étranger. Et puis j'ai tellement adoré ça, en fait, le feeling, la sensation de vivre dans un terrain qu'on connaît pas. Moi, je connaissais pas bien la langue. En plus, c'était en Écosse. Alors même si je parlais un peu d'anglais, j'avais l'impression que j'étais en Chine presque. Et donc, pour moi, c'était super challenging, super inspirant. Et puis de faire des connexions alors qu'on n'est pas dans son environnement naturel. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a
qui a ravivé ma flamme pour le désir du monde, de l'ailleurs, de la découverte. Donc, je suis jamais revenue en France après ça. J'ai vécu en Écosse, en Angleterre, en Suisse, en Grèce, en Asie du Sud-Est, à Singapour. En fait, je cherchais toujours... je cherche à me familiariser avec des lieux, à faire des connaissances qui sont des connaissances solides. J'ai conservé tous mes amis à travers le monde. Je trouve ça super. Maintenant, ma palette d'amis, elle s'étale sur les pays, les continents. Et en fait, d'aller rechercher à chaque fois cette émotion nouvelle, à chaque fois de recommencer tout à zéro et de se confronter encore une fois à une culture qu'on ne connaît pas, à une langue qu'on ne connaît pas, à une ethnie qu'on ne connaît pas, à des rites qu'on ne connaît pas. Et pour moi, c'est ça qui me nourrit. Donc j'avais cette existence très nomade. Et puis à 26 ans, je découvre la course à pied. Et puis, ça donne une autre dimension à ma vie de nomade. C'est-à-dire que la course à pied, c'est un petit vecteur en plus qui me permet de découvrir les endroits, les villes, de manière différente. Pas juste en tant que, tiens, bah voilà, je suis posée à Milan pendant 2 mois pour une mission, je vais découvrir Milan. Là, non, là, du coup, pouvoir courir, mais je vais découvrir la campagne milanaise, je vais découvrir la ville au petit matin avant que tout le monde se lève. Ça me donne une autre dimension et un autre regard sur le monde que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et donc, ça faisait quand même quelques années que je menais cette vie de nomade et de course à pied aussi. Et puis, j'habitais à Singapour, effectivement. Et puis, un jour, de manière complètement anodine, j'étais en train de griffonner sur un petit calepin pendant une conversation téléphonique qui durait des heures au bureau. Et je me suis rendu compte que j'avais fait un petit dessin. Ce petit dessin, c'était un globe terrestre avec une petite bonne femme qui courait autour. Et en fait, quand j'ai raccroché le téléphone, j'étais bloquée sur ce dessin. Je me suis dit, mais en fait, ça serait génial de pouvoir faire le tour du monde en courant. Et donc, du coup, je suis allée sur Google et j'ai tapé, est-ce que ça existe de faire le tour du monde en courant? Et j'ai découvert qu'il y avait déjà une femme et 5 hommes, donc 6 personnes qui l'avaient déjà fait. Et là, moi, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est pas, oh mon Dieu, il y a plus de monde qui sont allés sur la Lune que de gens qui ont couru autour du monde. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'était, ah bah, ça a déjà été fait, ça veut dire que c'est possible. Et à partir de là, c'était parti. Voilà. Et comment est-ce que tu as préparé tout ça? À partir de ce moment-là où tu t'es dit, OK, c'est possible, je peux le faire. C'était quoi les étapes? Alors en fait, moi j'étais directrice financière, hein, donc j'avais un esprit très structuré, très analytique. Donc j'ai commencé à ouvrir un grand tableau Excel et puis j'ai jeté mes idées au hasard dessus, quoi. Et vraiment, hein, au début c'était mais quel itinéraire suivre, quelles sont les règles, qu'est-ce que j'ai besoin de transporter avec moi, genre, même combien de paires de chaussures ou de chaussettes, tu vois, c'était vraiment, il y avait tout. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un kit de survie avec moi? Comment faire pour que ma famille soit au courant de où je suis? J'ai posé toutes mes questions. Comment financer? Et en fait, après, j'ai trié un peu tous ces trucs que j'avais mis comme ça. Et je me suis dit, en fait, il y a 3 axes de préparation. Il y a la préparation physique, déjà. Combien de kilomètres je peux courir par jour et le recommencer tous les jours pendant des années sans que ça me rende malade ou blessé. C'est le premier axe physique. Logistique, quelle route je vais suivre, et puis de l'analyser en détail pour savoir combien de jours je vais devoir faire en autosuffisance, c'est-à-dire en portant ma propre nourriture et ma propre eau avant de rencontrer un village, etc., pour savoir un peu ce que j'allais devoir rencontrer. Parce que j'ai quand même traversé des déserts, j'ai traversé la cordillère des Andes, j'ai traversé les US, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'était la partie logistique. Et puis, il y avait la partie financière. Comment je vais financer tout ça? Bon, il s'est avéré très, très vite que j'allais pas trouver de sponsor parce que j'étais ni une athlète, ni une championne de quoi que ce soit. Donc, ça allait être compliqué. Donc, tout était toi qui as financé de A à Z. Complètement, oui, oui. Waouh. Mais en même temps, beaucoup de gens sont souvent étonnés de cette partie-là. Et j'aime bien rappeler que, tu vois, là, on a eu les Jeux Olympiques à Paris récemment, là, l'été dernier. Ouais. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'athlètes olympiques qui n'ont pas de sponsor et qui ont des boulots à plein temps ou à mi-temps pour pouvoir se payer leur participation aux Jeux. Donc, tu vois, c'est un vrai sujet. T'as vraiment des athlètes qui sont très inspirants, qui vont avoir des contrats à multimillions de dollars. Là, en ce moment, il y a Will Bundon. Je pense, c'est vrai, c'est des athlètes formidables, si tu veux, Carlos Alcaraz, etc. T'as ces espèces de super athlètes qui portent quelque chose d'énorme et d'universel. Et donc, les marques veulent investir dessus. Et malheureusement, tu as comme j'ai dit, des athlètes olympiques qui trouvent pas de sponsors, des athlètes nationaux, des champions nationaux qui trouvent pas de sponsors. Donc moi, qui ne suis rien de tout ça, c'était encore plus évident que j'avais moins trouvé, parce que qu'est-ce que j'ai sur le papier qui allait garantir que j'allais aller au bout de cette aventure?
C'est un Mais investissement comment quand même, tu hein. es en contact avec la cause pour laquelle, la cause que tu défendais, justement? Ouais. Alors la manière dont j'ai choisi la cause que je défendais est assez particulière. Euh, je me suis dit que ce que je faisais, d'aller faire le tour du monde en courant pour une femme, d'être seulement la deuxième femme au monde à faire ça, je Et la... pense que oui. Oui. Et, et donc, quand je me suis lancée dans cette aventure en me disant, bah tiens, c'est aussi ça que je vais peut-être avoir au bout du truc, je me suis dit, il y a une petite responsabilité, il faudrait que ce que j'ai fait en tant que femme puisse servir à d'autres femmes qui en ont besoin. Donc pour moi, Ah, c'était évident que j'allais mettre ça au service de la cause des femmes. Et ensuite, c'est intéressant parce que quand j'ai choisi la cause, c'était avant la guerre en Ukraine. Et c'est vrai que la guerre en Ukraine a beaucoup ouvert les yeux aux gens. Qu'est-ce qui s'est passé quand la guerre en Ukraine s'est déclarée? Tout d'un coup, tu as eu des millions, littéralement des millions de femmes qui ont quitté le pays, l'Ukraine, avec leurs enfants sous le bras ou leurs parents, etc. Et qui sont en ce moment, vu que la guerre existe toujours, qui sont en ce moment toujours immigrés dans des pays qui ne sont pas les leurs. C'est à peu près évident que quand la guerre va se terminer, et j'espère que ça va être bientôt, ces femmes-là, elles vont avoir l'envie de retourner chez elles. La ouais. plupart, du moins. Il y en a certainement qui se seront trouvés bien à l'étranger, mais il y en a quand même un énorme nombre qui va vouloir revenir. Et elles reviennent dans des pays qui sont cassés. Bah bien Ouais. sûr, hein, le système éducatif marche plus, les économies locales ne marchent plus, enfin, il y a plus grand-chose qui fonctionne. Les hommes sont souvent brisés par la guerre parce que c'est eux qui sont restés et qui ont dû s'occuper du pays pendant que les femmes et les personnes âgées étaient dehors. Et donc, du coup, ça incombe aux femmes de reconstruire quelque chose. Et elles ont besoin d'une énergie folle et d'un support énorme, alors que de manière complètement folle, c'est le moment où les caméras du monde s'éloignent. Ah bah ça y est, c'est la paix en Ukraine. Et voilà, maintenant, il n'y a plus de problème, on s'en va. Et donc, elles n'ont pas le support. Et j'ai trouvé cette ONG qui s'appelle Women for Women International et qui intervient justement à ce moment-là, qui l'a fait de nombreuses années, qui avait commencé à le faire avec le conflit de la guerre des Balkans, notamment en Europe, où il y avait eu beaucoup ce phénomène de les femmes partent et puis les femmes reviennent après. C'était très compliqué. Et je trouvais qu'elle faisait un boulot formidable, un boulot qui n'était pas forcément mis en lumière parce que c'est pas une cause qui attire les caméras, au contraire. Et j'ai pensé que ce que je pouvais leur apporter avec mon fundraising et avec ce que j'étais en train de faire allait avoir un impact chez eux, un impact fort. Même si j'allais pas lever des millions pour elles, j'allais faire ce que je pouvais. Le peu que j'allais leur apporter, ça allait faire une différence pour elles. Et ça m'importait vraiment. Donc j'étais vraiment contente. Elles m'ont nommée ambassadrice de leur cause. J'ai pu les rencontrer à travers mon tour du monde, notamment quand je suis passée du côté de Washington aux US. Il y avait leur headquarter. Quand j'ai fini à New York, il y avait encore une fois quelqu'un de l'association qui est venu m'accueillir. Enfin, j'ai trouvé que c'était une très bonne contribution et pour moi qui avait de la valeur ajoutée vraiment dans ce tour du monde. Ok, je veux pas être indiscrète, mais est-ce que tu sais à peu près combien tu as pu dégager, engranger comme fonds pour eux? Alors écoute, je leur avais promis de lever 1 euro par kilomètre couru. Donc comme Ok. j'ai couru 28 300 kilomètres, voilà. Ensuite, je sais qu'une fois que j'ai fermé mon compteur, parce que quand j'ai fini le tour du monde, j'ai fermé mon compteur, mais j'ai eu un petit peu de médiatisation en France, donc j'imagine qu'il y a eu un petit peu plus. Donc je pense qu'on est entre 30 et 40 000 euros levés Oh, mais pour eux. c'est beau, c'est beau. C'est important. Et C'est c'est une important de belle. faire ce qu'on peut. C'est important de faire ce qu'on peut. Ok. Ok, donc tu as eu tes 3 axes de préparation et puis tu t'es lancé. Où est-ce que tu t'es lancé? Par quoi? Qu'est-ce qui t'a décidé? Alors, tu sais, quand j'ai préparé le plan logistique, c'est idiot, mais bon, alors on se dit, tiens, je vais traverser toute l'Europe, toute l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et on essaye de voir dans le détail, mais ah bah tiens, par exemple, les Andes, je peux pas Ouais. les traverser en plein hiver parce qu'il y a de la neige, ou bien alors, tiens, bah le désert en Australie, ah bah il faut pas être là au milieu Wow. de l'été parce que ça va pas être possible. Donc en fait, on commence à calculer avec, tiens, alors si je démarre à cette période-là, j'arrive à éviter ça, donc j'avais fait des calculs très savants pour savoir d'où partir. Et en fait, j'avais trouvé qu'en partant au mois de décembre, donc c'est l'hiver en Europe, mais en faisant l'Europe du Sud, la Méditerranée, hein, le Portugal, Oui. l'Espagne, la France, etc. Je me suis dit, bon, bah alors j'évite le pire de l'hiver et après tout s'enchaîne bien sur les autres continents, je vais éviter les climats extrêmes. Donc j'avais décidé de partir de l'Europe et du point le plus occidental de toute l'Europe continentale, qui se trouve donc à Ouais. Lisbonne au Portugal, sur la côte. Ça s'appelle le Cap Roca, Cabo da Roca.
cas. Donc je me suis dit, je vais partir de là et on y va. Dans une direction ouest-est, on va se faire tous les continents les uns après les autres. C'était l'idée. Ok. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a des gens de ta famille, de ton entourage qui ont essayé de te dissuader de faire ce voyage-là? Alors c'est ça qui est fou, hein, c'est que donc à partir du moment où j'ai l'idée de ce tour du monde, donc j'habite à Singapour, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis nomade. Donc bon, je reviens en France de temps en temps pour les fêtes de Noël ou les trucs, mais bon, c'est admis dans la famille que je vis comme ça, c'est mon mode de vie. Et puis en même temps, ça les amuse, ça leur permet aussi de venir passer des vacances en Asie du Sud-Est, en Grèce, en bon, voilà, ça fait des rencontres familiales assez originales. Et donc quand j'annonce à tout le monde, quand je me décide à annoncer que je vais faire le tour du monde en courant, de manière folle, il n'y a pas une personne qui a dit mais non, mais ça va pas, qu'est-ce qui se passe, tu t'es cogné la tête hier ou quoi. Il y a pas une personne qui essaie de me dissuader. Tous, leur réaction est la même, c'est génial, dis donc, t'as déjà l'itinéraire, alors où est-ce qu'on pourra passer te voir, est-ce que tu restes dans tel pays, j'adorerais passer dans tel pays. Moi je dis là, bah écoutez, faites vos plans de vacances, mais enfin quand même, je vais courir autour du monde. C'est comme s'il y avait dans leur réaction, j'ai vu la reconnaissance que ce que je faisais était complètement aligné avec qui j'étais en fait. Et c'est pas eux qui ont été surpris, c'est plus des gens qui me connaissaient moins, qui avaient des peurs, de la surprise dans leur réaction. Mais finalement, ce qui m'a énormément rassuré, finalement, je trouvais ça étrange au début, mais c'est que tous les gens qui me connaissaient vraiment, eh ben ils n'ont pas été surpris. Et donc ça m'a confirmé dans le fait que c'était pas quelque chose de si absurde que ça dans mon parcours de vie finalement. Ouais. Et Marie, combien de temps t'as pris ta préparation physique? Parce que oui, tu cours depuis que t'as 26 ans. Je suppose que tu faisais déjà des semis, des marathons avant. Mais là, c'est quand même 700 marathons, là, on parle. Comment tu t'es préparée pour tout ça? Eh bien, écoute, entre le moment où j'ai eu l'idée, le fameux moment où j'ai fait ce petit dessin de la petite bonne femme qui tourne au cours du monde, et puis le moment où je suis partie, il s'est écoulé 2 ans. Mais je savais pas combien de temps ça allait durer. Hein. Si la préparation avait duré 3 ou 4 ans, elle aurait duré 3 ou 4 ans. Hein. Il s'est trouvé qu'au bout de 2 ans, j'étais prête. Mais par exemple, au niveau physique, à cette époque-là, mon bureau, l'endroit où je travaillais, était exactement à 20 km de chez moi. Oh, ok. Ça. Donc j'ai commencé à me dire, ok, bon bah écoute, tous les soirs, après ta journée de boulot, plutôt que de reprendre le métro pour rentrer chez toi à la maison, bah écoute, tu vas courir, tu as tout le temps qu'il te faut, il y a personne qui t'attend. Si ça te prend 4 heures, ça te prend 4 heures. Si ça te prend 2 heures, ça te prend 2 heures, très bien. Tu prends le temps que tu veux et t'y vas. Et en fait, j'ai commencé comme ça, donc sans aucune pression. C'est pour ça que je voulais revenir chez moi plutôt que d'aller au travail en courant. Parce que si tu vas au travail, là, il y a un stress. À 9 heures, t'as ta réunion machin, à 10 heures, t'as machin, faut être en forme, etc. Donc, je vais essayer de revenir. Et en fait, j'ai pris ça très calmement, en me disant que ça prendra le temps que ça prendra, mais j'ai envie de savoir ce que mon corps peut accepter de manière confortable. Et en fait, très rapidement, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais en fait, c'est très confortable. Je fais une journée pleine de travail au bureau et je cours 20 km le soir et le lendemain, je reviens comme si de rien n'était. Donc, j'ai poussé le bouchon un petit peu plus loin pour tester un peu plus. Je me suis dit, bah tiens, maintenant, tous mes jours de vacances, tous mes jours quand il y a des longs week-ends, par exemple, ou quoi, je vais tester le concept du un marathon par jour en autosuffisance pour voir si ça aussi, ça marche. En me disant, no stress, tu pars le matin au lever du soleil, tu as toute la journée pour courir ton marathon. Si ça te prend toute la journée, ça te prend toute la journée, tu vois. Et en fait, bah encore une fois, j'ai découvert que bah ça passe. Je le courais le matin, mon marathon. À l'heure du déjeuner, je me restaurais, je mettais ma tente, et puis le lendemain matin, je repartais. Et j'y trouvais un plaisir fou. Et en fait, je me suis dit, ben oui, en fait, cette distance-là, elle est faisable. Alors après, j'avoue, j'ai pas cherché à faire plus. Quand j'ai compris que j'étais confortable avec la notion du marathon par jour, j'ai pas poussé à me dire, tiens, et si en fait je courais 50 ou 60 km par jour. J'ai pas cherché parce que pour moi, en fait, j'aimais bien ce rythme de courir le matin, d'avoir l'après-midi pour me reposer, pour découvrir l'endroit où j'étais, puis de repartir le lendemain. C'était un rythme qui finalement, dès le début, m'a bien plu. Donc ça m'a mis 2 ans à être confortable avec l'idée de vraiment courir un marathon par jour et de repartir le lendemain. Donc voilà, 2 ans. Et tout au long de ton tour du monde, t'as pas été blessé, juste des ampoules, des trucs de même là. Pas plus que ça. Même pas les ampoules. J'ai même pas eu les ampoules. En fait, j'avais une technique, alors que j'écris bien dans mon bouquin, je la décris. Hein, si vous voulez lire, au moins j'ai tous les petits tips que j'ai pu avoir, les petits conseils, je les mets dedans. J'avais cette technique que j'appelle du scan corporel. J'appelais ça mon body scan.
Et en fait, dès que je commençais à courir mon marathon le matin, j'attendais un peu d'avoir trouvé ma foulée, d'être bien dans le rythme. Et hop, je commençais l'exercice. Donc, je partais de la pointe de mes pieds et j'analysais tout. J'étais là, bon, alors comment ça va au niveau de la pointe des pieds? Ça va, pas de problème dans le doigt de pied, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de non, bah tout va bien, il n'y a pas de non. Ok, on passe la plante des pieds, comment ça va, des tensions. Et je passais toutes les parties du corps, de la pointe des pieds jusqu'à la base de mon cou. Ce qui fait qu'en fait, le moindre gêne, le moindre inconfort, et c'est pour ça que je te dis, j'ai même pas eu une ampoule. C'est que pour qu'une ampoule arrive, il faut qu'il y ait quelque chose qui frotte, la chaussette qui frotte, la chaussure qui frotte, et que notre cerveau, il est habitué à dire, c'est du junk ça, comme les emails, tu sais, ça va dans le junk box. Je fais pas attention, c'est pas un truc important. Alors que pour moi, c'était important parce que si j'ai une ampoule un jour, quand tu cours un marathon tous les jours, et ben la petite ampoule de rien du tout, elle va te pourrir la vie pendant 2 semaines. Et encore, elle va même pas être cicatrisée. Donc pour moi, tout ça, tout était important. Et je prenais le temps qu'il fallait pour adresser le problème. Ah bah, si c'était une chaussette qui frottait, bah, tant pis, je m'arrête sur le bord de la route, je change la paire de chaussettes, la paire de chaussures, je fais ce qu'il faut faire, mais je laisse pas le truc s'installer. Pareil, si je sens que j'ai des tensions dans les chevilles ou dans les genoux, je me demande pourquoi, d'où ça vient. Et j'essaye de changer. Soit il faut que je change ma foulée, soit il faut que je change de terrain. Peut-être que je cours trop sur des sentiers, il faut que je cours sur de la route, ou vice-versa. Peut-être qu'il y a trop d'élévation, peut-être qu'il y a trop de descente. J'essaye d'ajuster tout ce que je peux ajuster pour que rien ne s'installe. Et c'est comme ça qu'en 700 marathons, j'ai eu aucune blessure. Et ça, c'est le chiffre que je préfère dans ce tour du monde, c'est ce fameux 0 blessure. Et Marie, est-ce qu'il y a un moment pendant tout ce périple, pendant tous ces 826 jours, tu t'es dit, excuse-moi le terme, mais fuck, pourquoi est-ce que je me suis lancée là-dedans? Non, mais oui, ben on me pose souvent la question et c'est vrai que on aurait pu penser ça. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ces 2 ans de préparation, il y a aussi eu ce que j'appelle la préparation mentale un peu, mais que j'ai fait toute seule de manière intuitive. Et en fait, je me disais, ah, c'était très important pour moi de définir qu'est-ce que je vais chercher dans ce tour du monde. J'allais évidemment pas chercher un record de quoi que ce soit, j'allais pas chercher de la notoriété, de la célébrité, j'allais chercher rien de tout ça. Je suis revenu à l'essence de ce que j'allais chercher. Moi, ce que j'allais chercher, c'est cette découverte du monde qui m'anime depuis que je suis toute petite, qui m'anime dans toute ma vie d'adulte. J'allais chercher des connexions, des rencontres, j'allais chercher des paysages mais fous, des trucs que jamais dans une vie normale on va rencontrer. Quand je traverse la cordillère des Andes, c'est extrêmement difficile. Je me retrouve à courir à 4000 mètres d'altitude, un marathon. Mais je suis dans cet endroit de dingue où jamais de ma vie je me serais trouvée si ça n'avait pas été pour le tour du monde. Et en fait, du coup, tout mon système de construction mentale, c'est de me dire, quel est ton reward? Qu'est-ce que tu vas chercher tous les jours dans cette aventure qui va te donner un sentiment de satisfaction tous les jours? Et mon sentiment de reward, c'était les connexions humaines, c'était les apprentissages, tout ce que j'apprenais à travers la traversée des continents, j'apprenais l'histoire des continents, etc. C'était les paysages, c'était la faune, la flore, c'était tous ces trucs. Et ça, c'était des petits éléments qui, tous les jours, venaient me mettre du plus dans la tête, du reward positif. Et ça, je dois le dire qu'en 700 marathons, il n'y a pas une journée qui ne m'a pas donné du reward positif. Et donc, moi, tant que ce reward positif, il était là, bah, je continuais à me régaler, en fait. Et donc, oui, il y a des journées qui sont difficiles, il y a des journées où ça va moins vite, il y a des journées où ça monte terriblement, mais les rewards, ils sont là tout le temps. Et c'est un Et tu les gardes tout le long de ta vie, je suppose. C'est des souvenirs, c'est des expériences que tu gardes en toi, que tu revis à chaque jour. C'est ça, et puis il y a tellement de gens qui ont partagé ça avec moi. J'ai encore des gens maintenant qui m'écrivent de Buenos Aires ou des États-Unis ou d'Australie en me disant tiens, aujourd'hui j'ai pensé à toi, j'ai fait ça, ou tiens, bah, mon projet il avance, je me dis que peut-être un jour je vais y arriver. Enfin, c'est de toucher l'autre, et l'autre me touche aussi, parce que quand il y a une connexion qui se fait, ça me nourrit aussi. Et tout ça fait un tissu humain formidable à travers les continents que, enfin, c'est une richesse folle. Incroyable. Un peu compliqué pour quelqu'un qui a vécu toutes ces expériences en 800 et quelques jours. C'est quoi ton top 3, disons, en termes de connexion ou en termes de paysage, en termes de... C'est quoi ton top 3 d'expériences fantastiques que tu as vécues tout seul? Alors, le top 1, j'en ai déjà parlé, mais je le réévoque à nouveau, c'est quand je traverse cette cordillère des Andes. Je suis partie du niveau de la mer au niveau du Chili, et pour passer la frontière entre le Chili et l'Argentine, je passe à travers la montagne.
Wow. sur des chemins de montagne que personne n'utilise parce que c'est pas autorisé pour les piétons et les cyclistes d'être sur la route. Donc, je me retrouve à courir toute seule sur ces sentiers au milieu de cette cordillère grise tellement impressionnante. Je cours à 4000 mètres d'altitude, je vois les sommets de la Concagua, etc. autour de moi. Enfin, c'est fou, il y a personne en plus. Hein. Et j'arrive à ce sommet où d'un côté il y a un drapeau chilien, de l'autre côté le drapeau argentin. Je passe au milieu et je regarde autour et là vraiment j'ai eu les larmes aux yeux, les goosebumps comme on dit. Et je regardais autour et je me disais mais le privilège fou d'avoir fait ce voyage, parce que jamais personne ne se retrouve là par hasard, ça n'existe pas. De votre vie, vous n'allez jamais vous retrouver à cet endroit-là. C'est la grâce de ce voyage de m'avoir mis à cet endroit-là et de m'avoir fait vivre cet instant. Donc ça, c'était une gratitude folle de connexion, j'allais dire, avec le monde, une connexion physique, charnelle presque. Après, le top 2, j'étais en train de traverser les États-Unis et tu sais, quand tu traverses au milieu du Montana, du Dakota du Nord, il n'y a rien là-bas. Hein. C'est vraiment la longue ligne droite, les ranchs à droite, à gauche. C'est vraiment pas très, très peuplé. Et il y avait une petite ville que j'avais traversée qui s'appelle Jamestown, je crois. Et comme c'était vraiment une toute petite ville, le journaliste local était venu me voir. Il avait écrit un petit article sur moi. Il avait mis ma photo sur la première page du journal local. Bon, c'était amusant. Et le lendemain, donc, je suis repartie le long de cette grande route. Et là, il y a une voiture qui fait demi-tour sur la highway. Wow. Déboule en trombe devant moi et qui se gare sur la voie d'arrêt d'urgence où je suis en train de courir, juste devant moi. Et là, il y a cette femme qui sort et elle est en larmes. Elle est en larmes, en larmes, en larmes. Elle est inconsolable. Donc, je lui fais un hug, j'essaye de comprendre un peu ce qu'elle dit à travers ses hoquets, à travers ses sanglots. Et en fait, elle me raconte son histoire. Elle me dit, ce matin, je me suis réveillée et aujourd'hui, c'est l'anniversaire, c'est les 1 an de la mort de mon fils unique. Il est mort il y a 1 an dans un cold case qui n'est toujours pas résolu. Je n'avais que lui, il était tout pour moi, c'était ma vie. Et ce matin, je suis partie de ma maison, je me suis dit, je vais conduire, et j'attends un signe, quelque chose qui va me dire que la vie vaut d'être vécue. Et elle me dit, je t'ai vu là, je t'ai reconnu du journal de la veille avec ta casquette rose, avec etc. Et là, elle me demande un truc à ce jour, ça me rappelle la même émotion. Elle cherche dans son sac, elle sort un petit morceau de tissu avec brodé dessus le nom de son fils et ses dates de mort, de naissance et de mort. Et elle me le glisse au creux de la main et elle me dit, est-ce que tu promets de l'emmener avec toi jusqu'au bout de ton tour du monde? Et là, moi, j'ai eu une émotion dingue. Je lui dis oui, bien sûr. Et donc, je le mets dans ma poche où je mets tout ce qui est le plus précieux. Et en fait, en repartant, je me suis rendu compte que ce qu'elle avait fait, cette femme, c'était un geste fort. C'est-à-dire que elle va pouvoir, quand elle pensera à son fils, plutôt que de penser à la chape du deuil, au fait qu'il soit pas là, elle va pouvoir se dire, ah, mais il est avec la fille à la casquette rose dans un tour du monde fou. Et en fait, j'ai porté ça pour elle. Et c'est pas moi, si tu veux, c'est l'idée du tour du monde qui est magique. Moi, je suis rien du tout. Mais j'ai trouvé ça tellement émouvant, tellement fort, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression ce jour-là de véhiculer quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, tu vois. Et de pouvoir le donner à quelqu'un, ça m'a fait une émotion extraordinaire. Donc ça, voilà, donc je t'ai donné le top 1 avec la connexion au monde, top 2. Et le top 3, alors là, je peux pas y échapper, c'est le dernier jour de course, en fait, quand je conclus le tour du monde à Sydney, et que je fais mes dernières foulées, et je clique sur mes GPS pour terminer l'enregistrement de la course. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'est fini, que le voyage magnifique, le voyage de ma vie est terminé. Et ça me fait... c'est à la fois de la joie, une joie folle d'avoir été jusqu'au bout, parce qu'on se dit quand même, ma grande bravo, quoi, pas de patte dans le dos, t'es allé au bout de ton idée dingue. C'est fantastique, franchement. Et en même temps, une tristesse folle de se dire, mais c'est fini, je vivrai plus ça maintenant. Donc c'est un peu un mix d'émotions, mais après, quand je regarde les photos de ces derniers jours, les images, elles trompent pas. J'ai un sourire d'une oreille à l'autre. J'ai l'impression que c'est figé sur ma tête, donc je sais que j'étais heureuse quand même. Puis il y avait mes parents qui avaient fait le déplacement, qui étaient venus jusqu'en Australie pour m'accueillir. Donc voilà, mais c'était un mix d'émotions
complètement fou que même aujourd'hui, quand je me remets dans cette dernière journée, c'est comme si je l'avais vécu de l'extérieur, en fait. J'étais au-dessus de moi, en train de me voir courir ce truc. Enfin, c'était des émotions folles tous les jours, une intensité remarquable. Et Marie, est-ce que lors de tout ce tour du monde, est-ce que tu as eu, j'allais dire en tant que femme, mais anyway, parce que c'est souvent une inquiétude aussi des femmes qui courent, est-ce que tu as eu peur pour ta sécurité à des endroits ou à des moments? Alors écoute, Jocelyne, il y a eu un truc complètement fou qui s'est passé. C'est que comme je partais seule dans ce tour du monde, une des questions logistiques que j'ai dû me poser, c'est comment transporter mes affaires. Et en fait, je ne pouvais pas transporter ça sur un sac à dos. Parce que si je portais un sac à dos de 10 kilos sur les épaules, ça allait m'alourdir, j'allais risquer de me blesser. Donc très vite, j'ai trouvé cette solution de pousser mes affaires dans une poussette. Poussette, je ne sais pas comment on appelle ça aux États-Unis, mais c'est un baby stroller, quoi. C'est une poussette à bébé. Et en fait, il y avait une couverture dessus il y avait une espèce de bâche qui recouvrait, ce qui fait que personne ne pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Tout comme quand, si tu promènes ton bébé dans une poussette et tu mets la bâche qui recouvre, bon, personne voit ton bébé, il est couvert de la pluie, du soleil et tout ça. Et donc, je courais avec ça. Et ce qui est dingue, c'est que je me suis rendu compte rapidement que ce que les gens voyaient, c'était pas une femme seule, vulnérable, qui court sur le bord de la route. C'est une mère qui court avec son enfant sur le bord de la route. Et là, ça change toute la donne. Parce que tout d'un coup, tu n'es plus une cible. Parce que ce qu'il cherche, le type ce jour-là qui a les idées mal placées dans sa tête et qui a envie de faire un truc, il cherche quelque chose de simple, de vulnérable, mais de très simple. Et alors tout d'un coup, la femme avec le bébé, c'est « Ah mais non, alors je vais m'attaquer à la femme, il y a le bébé dans la poussette qui va se mettre à hurler, qu'est-ce que je fais du bébé, Ça devient impossible. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était non seulement un repousse idiot, j'ai envie de dire, mais c'était une attraction de bienveillance folle. C'est-à-dire que les gens, du coup, s'arrêtaient sur le bord de la route pour me dire « Est-ce que tu as assez d'eau pour toi et ton bébé? Est-ce que vous avez assez à manger? Est-ce que vous savez où vous allez dormir ce soir ?» Et alors, je jugeais. Des fois, je laissais le doute sur le fait qu'il y avait un bébé dans ma poussette parce que je me suis dit, j'ai pas envie de lever le voile dessus. Mais quand je me sentais en confiance, je disais, mais regardez, non, c'est mes affaires dedans. Moi, je suis une femme qui court autour du monde, etc. Et du coup, ça a engrangé des discussions. Et du coup, je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que je ne me suis pas sentie en danger. Et du coup, cette peur, je m'en suis débarrassée très vite. C'est une peur que je ne portais plus en moi. Et je pense que ça a beaucoup joué sur la sérénité avec laquelle j'ai fait ce voyage. J'étais sûre de mon coup, j'avais ce bouclier imparable devant moi, le tabou universel de la femme avec son bébé, où je me sentais en sécurité parfaite. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'était psychologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est quand le prochain voyage, Marie? Ah, Jocelyne, tu me mets la pression là quand même. La pandémie, je pense. Non, mais écoute, tu vois, moi, c'était... le nomadisme, pour moi, c'est mon mode de vie depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait bientôt 30 ans que je vis avec. Mais là, je dois dire que bon, j'ai fait ce tour du monde que j'ai vraiment adoré sur la Terre. Là, j'ai des grandes envies de navigation et je suis plus souvent sur la mer que sur Terre. Et je me dis, tiens, pourquoi pas aller explorer les océans maintenant que j'ai un peu fait le tour des continents. Donc voilà, je continue à voyager, peut-être de manière différente. Et pourquoi pas, oui, un grand voyage à travers les océans. Ce serait une belle chose pour compléter le voyage. Après tout, la Terre, c'est 70% d'eau, alors pourquoi oublier cet élément? Exact. Donc, à la suite de ça, tu as sorti un livre. Je pense que tu l'as sorti en 2 temps. Tu as dit que tu avais sorti une version française. Puis la version anglaise est sortie il n'y a pas longtemps non plus, avec plus d'illustrations et etc. Oui, c'est ça. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est quand j'ai fini ce tour du monde, en fait, j'ai eu la chance incroyable, c'est qu'il y a un éditeur français qui était prêt à signer un contrat avec moi pour que je lui livre mon histoire. Donc, je l'ai écrit. Mais alors, tu vois, c'était fait juste dans l'après-coup du tour du monde. Hein. En gros, le livre, il est sorti 1 an après que j'ai fini le tour du monde. Donc, c'est un bouquin qui est quand même fidèle à l'aventure, mais qui méritait, je pense, plus de recul par rapport à ce que j'avais vécu. Pour voir où était vraiment l'essence de ce voyage, pour en capturer plus les éléments essentiels. Donc, une fois que j'ai eu fini d'écrire ce bouquin en français et qu'il est sorti sur le marché français, j'ai attendu, je continuais toujours d'écrire parce qu'il y avait toujours des trucs où je me disais, tiens, ça, j'aurais dû le mettre comme ça. Et la chance folle que j'ai eue, c'est d'avoir la chance de pouvoir l'écrire dans une deuxième langue, donc de lui donner une audience plus vaste et puis de l'écrire vraiment...
de manière plus, je pense, plus réfléchie, avec une ligne directrice qui est plus en ligne avec ce que... C'est comme une infusion, tu sais, quand tu fais ton thé, t'attends que vraiment Ouais. tous les parfums remontent pour que ce soit le bon moment de le boire. Je pense que le livre en français, malheureusement, je pense, il n'est pas mauvais, mais je pense que je l'avais écrit trop rapidement. Et le livre en anglais me donne une impression plus de satisfaction, où j'ai vraiment donné justice à ce voyage. Je pense que j'ai vraiment pu transmettre tout ce que j'avais envie de transmettre sur tous les sujets. Et donc voilà, donc je suis contente. Et il sort le 15 juillet. Donc 15 juillet, sorti aux États-Unis, puisque mon publisher est américain. Mais donc il est disponible sur tout Amazon, Barnes & Noble, toutes les grandes plateformes. Et il s'appelle Lutti's World Run. Lutti's qui en fait vient de Léoté, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. C'est ça, ok. C'est mon nickname, voilà. Marie, est-ce qu'on est retourné à notre petite vie de finance, comptabilité, ou on est passé à autre chose complètement? Non, voilà. Ben, tu sais, la petite vie de finance, comptabilité, finalement, c'était mon vecteur dans le monde. C'est-à-dire que c'était une carrière tellement passe-partout qu'elle me permettait de m'installer dans n'importe quel pays. Et à partir du moment où je maîtrisais une langue, avec un background de finance compta, tu peux aller partout où tu veux. Exact. Donc là, non. Par contre, c'est vrai que je me voyais plus retourner dans un bureau de 9 à 5. C'était plus un mode de vie qui... Et puis, j'ai passé de toute façon beaucoup de temps à l'écriture. Je passe beaucoup de temps maintenant. La plupart de mon temps est consacré aux conférences. Je fais beaucoup de conférences en entreprise, dans le domaine des sports. Et là, mon prochain axe de développement, une fois que la grande partie de promotion pour le livre sera passée, j'aurai un peu plus de temps, ça sera de me consacrer à nouveau aux ONG. C'est-à-dire, moi, il y a 2 causes qui me tiennent vraiment à cœur. C'est d'abord la cause des femmes, naturellement. Et puis, comme je vis en Grèce et que c'est malheureusement aussi un sujet toujours en Grèce, la cause des migrants, donc qui arrivent, qui sont parqués dans des camps. Et puis, c'est des zones de non-droit. Donc moi, comme j'ai un background un peu légal, un peu financier, que je parle aussi plusieurs langues, j'ai ma petite contribution à faire là si je peux, et si ça peut aider, voilà dans quoi c'est des trucs qui sont plus humanitaires, on va dire. Donc, tu es en Grèce depuis combien de temps? Ça fait depuis la fin du tour du monde finalement. Mais la Grèce, c'est un pays dans lequel je m'étais installée dès 2003 pour des raisons professionnelles, donc j'y ai vécu 5-6 ans en pointillé, et puis maintenant je suis installée depuis septembre 2022, la fin de mon tour du monde. Ok. Est-ce que tu as des idées prochainement d'aller ailleurs, ou tu te laisses, ça arrivera, si ça arrive que tu partes, tu partiras? Non, là, j'ai envie de dire, c'est l'été qui commence, on est début juillet, donc commencer la navigation, s'approprier un peu, donc j'ai déjà passé tous mes diplômes de navigation, de skipper, etc. Pour être vraiment aguerri, j'essaye de passer aussi des diplômes un peu plus mécaniques pour savoir réparer, par exemple, si ton moteur tombe en panne en plein milieu d'un océan, de pas être complètement aux abois. Donc j'essaye de me familiariser vraiment avec tout ça, de prendre du goût. Enfin, le goût, je l'ai, c'est de prendre du plaisir dès que le vent souffle un peu, à pouvoir sortir et partir en mer et naviguer, et puis voir jusqu'où je peux aller. Encore une fois, c'est quelque chose que tu vas faire toute seule sur ton bateau avec tes voiles, et puis... toute seule ou avec un compagnon, on sait jamais, mais oui. En tout cas, partir sur l'eau, oui, c'est ça qui me titille le plus en ce moment, on va dire. All right. Marie, je vais te donner une liste de mots ou une liste de... Anyway, tu vas voir de quoi il s'agit. Et puis, j'aimerais, s'il te plaît, que tu me donnes ta réaction à chaud. OK. Tu entends des mots, parfois ce sont il faudra faire des choix multiples, mettons. Tu devras choisir un mot. Juste vraiment à chaud, réfléchis pas trop. Okay. Mais... Apple Watch ou Garmin? Garmin. C'est beau. Zone 2. Pardon? Zone 2. Zone de confort. Bilan et état de résultat. Plaisir. Ah oui, ok. Excel sheet. Logistique. Débit ou crédit? Crédit. Combien de poussettes? 2. Oh, 2. Femme. Empowerment. C'est beau ça. Coordinaison. Stunning.
rencontre. Bouleversante. Frontière. Mystère. Silence. Course. Et une dernière. Accueil. Humanité. Ah, c'est beau ça. Ouais. Tu es une aventurière, tu es une nomade. On seul, on s'en va sur l'eau. Peut-être après ça, on s'en ira dans l'espace. Who knows? Il n'y a pas de limite, Jocelyne, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite. Marie, est-ce que tu as un dernier mot à partager à à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils gardent de toi? Ouais, tu sais, quand j'ai fini ce tour du monde, je me suis dit, c'est fou, je suis la deuxième personne seulement au monde à avoir fait ça. La deuxième femme, pardon, la septième personne. Et je me suis dit, en fait, avec ce bonheur, cette joie, vient aussi une responsabilité, et c'est de donner ça à d'autres femmes. Moi, j'ai pas d'ego, si tu veux, c'est vraiment pas pour moi que je fais ça, mais c'est de dire, je vais placer sur les bookshelves une femme dans le domaine de l'aventure, dans le domaine de l'exploration, dans le domaine de l'endurance extrême. C'est pas moi que je place là, c'est une femme. C'est de dire la femme, elle a sa place là. Et c'est pour toutes les femmes de se dire, on a notre place là. Tout comme on l'avait depuis longtemps en sciences, en littérature, en philosophie, en tout ce que tu veux. Mais elle a aussi sa place là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on débloque chez les femmes des limites, des barrières qu'on a dans la tête, parce que une femme, c'est pas une exploratrice, parce qu'il n'y a pas de femme exploratrice. Si. Et c'est notre rôle de porter notre voix le plus fort possible quand on fait quelque chose, pour dire si, elle est bien là, la femme, elle a vraiment sa place. Donc vous, les femmes, vous n'avez pas cette barrière. Si vous voulez courir autour du monde, vous pouvez. Si vous voulez aller sur la Lune, vous pouvez. Il n'y a pas ces barrières. Moi, je me donne un peu ce rôle. J'essaye de porter la voix, de donner du sens dans ce sens-là, en essayant de débloquer les barrières que on se met naturellement quand on est femme, parce qu'on n'a pas toujours tous les rôles modèles en tant que femme qu'on voudrait avoir ou qu'on pourrait avoir. Voilà. Et ton discours est bien reçu parce que franchement, je te trouve extrêmement inspirante. Et toi-même, même le fait de te parler, le fait d'avoir googlé, d'avoir vu tout ce que tu as fait, ça me donne des idées, ça me donne envie. Ça me donne envie de me dépasser tu vois, des idées folles qu'on a et on se dit non, c'est pas possible, ça va pas arriver. J'ai 40 ans, j'ai 45, 50, 60, je suis plus capable, ça rêve pas. Mais non, là, ça me donne, ok, peut-être c'est possible. C'est inspirant, c'est inspirant. Bravo, bravo, bravo. J'imagine même pas tout ce que je peux même pas imaginer tout ce que tu as vécu de l'idée initiale à la préparation, à la réalisation. Et puis là, tu t'arrêtes pas, tu continues, tu t'en vas sur l'eau. Et puis, franchement, c'est fantastique, c'est fantastique. J'ai juste envie de t'applaudir et puis de souhaiter. Merci. I don't know. Merci. Tu vois, pour moi, le reward dont je parlais, il est là. Il est quand ça touche, quand ça donne envie à d'autres, quand ça permet, en fait. Moi, j'ai rien d'autre à transmettre que ça, en fait. Donc, merci. Merci beaucoup d'avoir été tellement réceptive. Merci. Merci. Merci à toi et prends soin de toi. Et puis, bon vent. Merci, Jocelyne. Peut-être un jour au Canada. Ben oui, le Québec, c'est beau aussi. Tu sais que c'était dans l'idée de mon tour du monde au début, mais comme il y avait le Covid, je ne pouvais pas traverser US-Canada comme je voulais. Et c'est pour ça que j'avais prévu de passer par Québec, j'avais prévu de passer par Toronto, j'avais prévu de finir la traversée de l'Amérique du Nord au Canada. Et malheureusement, ça s'est fait à New York. Donc, le Canada dans mon cœur.